Déjà, dans l'Ancien Testament, c'est un fratricide célèbre qui marque les débuts de l'humanité, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. C'est cette scène violente que représente le Titien en 1544. On y voit un Abel à la renverse, le regard suppliant, tentant vainement de se défendre en tendant un bras désarmé vers son frère. La figure de Caïn, quant à elle, nous apparaît dominante et menaçante. Son visage, presque dissimulé dans l'ombre, est farouche. Ses gestes, soulignés par ses muscles bandés, sont d'une extrême violence, comme son pied qui précipite la chute de son frère, ou son bras qui brandit une massue qu'il s'apprête à abattre pour achever le malheureux. Les deux figures se détachent nettement du fond par un jeu de contraste qui met en valeur les corps éclairés devant une nuée de fumée noire qui accentue le tragique de la scène. Caïn est presque dévoré par l'ombre qui le déshumanise en cachant son visage. Ainsi, le peintre marque l'horreur de son crime et le passage irrémédiable de Caïn dans le côté obscur de la force. Son crime le condamnera, lui et ses descendants, à une vie d'errance misérable sur une terre à jamais souillée du sang d'Abel. Dans la tragédie d'Euripide, écrite en 431 avant Jésus-Christ, Médée est répudiée par Jason, qui doit épouser la fille du roi Créon. Furieuse et blessée, Médée se venge alors de Jason en tuant le roi et sa fille grâce à un diadème et un voile empoisonnés. Mais elle ne s'arrête pas là et finit par assassiner les deux fils qu'elle a eus avec Jason avant de se tirer. C'est cette scène que Delacroix va choisir de représenter dans son tableau Médée furieuse. Avant de s'attaquer à cette peinture, qu'il mettra 2 ans à réaliser, entre 1836 et 1838, il réalisera de nombreux croquis et esquisses préparatoires pour mettre en place la composition de son œuvre, tout en étudiant le corps et le visage de Médée. Le tableau nous montre donc cette femme qui, répudiée par l'homme qu'elle aime, s'apprête à tuer ses enfants. Pour renforcer le tragique de la scène, toutes les lignes du tableau convergent vers cette figure centrale qui retient fermement les 2 enfants. Ces derniers, impuissants, tentent de se débattre et s'agitent. Médée est en mouvement. Elle est en train d'entrer dans une sorte de grotte. Le regard, à la fois effrayé et déterminé dans la colère, est tourné vers l'extérieur, et voilé par une ombre portée. Elle semble fuir quelque chose, comme si elle cherchait à s'isoler pour commettre son crime. Les corps mouvants des enfants, pleins de rondeur et de lumière, tranchent avec la dague obscure et verticale, fermement tenue par leur mère. Delacroix ne représente pas directement l'infanticide, mais le moment qui le précède. Il respecte ainsi les règles de bienséance admises à son époque, tout en nous montrant un instant crucial, c'est-à-dire cet instant de tension extrême, quelques secondes avant l'action. Cet instant durant lequel tout converge vers le drame et laisse au spectateur le privilège de peindre mentalement l'horreur qui va suivre. Mais Euripide ne se contente pas de dépeindre les meurtres vengeurs de Médée dans sa pièce. Il insiste également sur ce qui l'a conduit à commettre de tels actes. Et ce n'est pas simplement parce qu'elle s'est faite plaquer par Jason, mais c'est avant tout une réaction aux conditions féminines qu'on lui impose, celle d'être une esclave soumise et désirable à la disposition du pouvoir masculin. Quoi qu'il en soit, l'idée est toujours la même, punir celui qui a commis un crime. Et pour de nombreuses croyances, la justice qui n'a pas été établie dans cette vie le sera dans l'au-delà. On installe ainsi l'idée selon laquelle le criminel, quoi qu'il fasse, ne peut échapper à la justice et la vengeance. C'est ce que Pierre-Paul Prudhon a voulu représenter dans cette œuvre peinte en 1808, la justice et la vengeance divine poursuivant le crime. 4 personnages sont présents dans cette toile. Le criminel au visage brutal qui fuit, emportant avec lui son butin et tenant encore l'arme rougie du sang de sa victime, qui gît au sol, éclairée par la lune. 2 autres figures, féminines, dominent le tableau et surgissent par la droite. La justice en rouge, tenant une balance et une dague, précédée de la vengeance échevelée, qui tend le bras droit vers l'assassin, tandis qu'elle brandit de la main gauche une torche qui met en lumière le crime subi. D'ailleurs, la lumière joue un rôle essentiel dans cette œuvre. Projetée sur les corps, elle accentue les volumes, met en évidence les émotions et les mouvements. Et surtout, alors que le tueur court vers l'ombre, le corps livide de sa victime est éclairé, clairement exposé aux rayons de la lune. On parle bien de faire toute la lumière sur un crime. Le peintre parle ainsi de ce qu'il a voulu représenter. La justice divine poursuit constamment le crime. Il
Il ne lui échappe jamais. Couvert des voiles de la nuit, dans un lieu écarté et sauvage, le crime cupide égorge une victime, s'empare de son or, et regarde encore si un reste de vie ne servirait pas à déceler son forfait. L'insensé, il ne voit pas que Némésis, cette agente terrible de la justice, comme un vautour fondant sur sa proie, le poursuit, va l'atteindre et le livrer à son inflexible compagne. Cette chasse à l'homme se déroule dans un paysage aride et rocailleux. Nulle trace de civilisation ici. Le peintre fait sans doute référence au premier crime de l'humanité, celui justement d'Abel et Caïn. Exposée au salon de 1808, cette œuvre remporta un vif succès, et le peintre fut décoré de la Légion d'honneur par Napoléon lui-même, puis le tableau fut exposé au Palais de Justice de Paris. Ironie du sort assez croustillante, l'œuvre fut détournée par la caricature politique, et à la chute de l'Empire, on vit bon nombre de gravures reprenant le tableau, tout en substituant la figure de l'empereur déchu à celle du crime.